Chers amis, je vous salue. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je voudrais intervenir ce vendredi 18 janvier 2019 pour vous parler d'une situation très grave qui est en train de se réinstaller à Côte d'Ivoire, à savoir le retour à l'initiative de la présidence de la République ivoirienne, dirigée par M. Alassane Ouattara, des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. Quand je parle donc de retour des escadrons de la mort, c'est vraiment en pesant mes mots et en faisant appel à la mémoire des 20 ou 30 dernières années de la Côte d'Ivoire, où nous avons vu l'escalade avoir lieu à chaque fois dans ce pays, dès lors qu'on avait laissé passer au quotidien des violations de libertés fondamentales qui se sont transformées en pratiques systématiques et qui ont régulièrement conduit ce pays au bord de l'abîme. La présente vidéoconférence est donc consacrée à attirer l'attention de la communauté des citoyens, à attirer l'attention de tous ceux qui, de près ou de loin, prétendent aimer la Côte d'Ivoire, afin qu'ils appellent le président Alassane Ouattara à arrêter immédiatement la machine meurtrière qu'il est en train de vouloir déclencher dans ce pays en tentant de l'exposer à une nouvelle implosion, laquelle n'est pas du tout désirée par ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, par ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire aille vers l'avenir avec confiance, avec sérénité, avec entente et avec fraternité. Chers amis, l'objet de cette vidéoconférence est donc précis. Je dénonce le retour des escadrons de la mort sous l'inspiration de la présidence ivoirienne de M. Alassane Ouattara, lequel retour a été publiquement et officiellement signé hier, jeudi 17 janvier 2019, par l'enlèvement scandaleux en plein quartier d'Angré de M. Kader Doumbia, président du mouvement EG72, Ensemble pour la génération 72, réputé proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Sow. Cet enlèvement a été perpétré la nuit tombée par des agents lourdement armés, des services de renseignement de la présidence ivoirienne, qui, à bord d'un véhicule 4x4 noir, se sont emparés de notre concitoyen, de notre compagnon de lutte, de notre frère, Kader Doumbia, et l'ont emporté vers une destination inconnue. Nous appelons la mobilisation de l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Côte d'Ivoire, natifs et adoptifs, la mobilisation de l'ensemble de la communauté nationale et internationale, pour dire à M. Alassane Ouattara que les questions politiques ivoiriennes ne doivent être arbitrées que par la justice, le droit, et donc la Constitution et l'expression souveraine de la démocratie populaire. Vous me connaissez. Lorsque je prends la parole, je ne laisse jamais l'émotion l'emporter sur la raison, bien que tout être humain doive avoir à la fois de l'émotion et de la raison. De l'émotion parce que ce soir et depuis hier, c'est la vie d'un homme, Kader Doumbia, qui est entre les mains des renseignements généraux des services secrets de M. Alassane Ouattara. Cet homme, c'est un citoyen qui exerçait les libertés fondamentales reconnues par la Constitution ivoirienne de 2016, laquelle a été promulguée
par le gouvernement de M. Alassane Ouattara. C'est un père de famille. C'est le frère d'une femme et d'un homme. C'est le fils d'une femme et d'un homme. C'est l'ami de plusieurs. Et si la communauté nationale et internationale ne se mobilise pas pour arrêter les escadrons de la mort que M. Alassane Ouattara veut activer contre tous ses adversaires, tous ses rivaux et tout ce qu'il déclare désormais comme ennemi en Côte d'Ivoire, ce pays, ce beau pays, que nous nous évertuons à sortir définitivement de l'état de non-droit pour l'amener vers l'état de droit, va être malheureusement encore exposé à des convulsions inacceptables. Voilà pourquoi, dans la vidéoconférence que je donne, ce vendredi 18 janvier 2019, je vais obéir à un plan en 4 parties pour que chacun d'entre vous soit en mesure d'exploiter le propos que je vais tenir ici en sachant très bien la logique et la cohérence qui le guident. D'abord, premièrement, je vais indiquer pourquoi on peut, avec certitude, dire que ceux qui procèdent désormais à Abidjan à des enlèvements et qui s'apprêtent à organiser la mise à mort de nombreux citoyens ivoiriens relèvent directement des services de la présidence ivoirienne. Je vais consacrer le premier moment de mon intervention à cela. Je vais consacrer le deuxième moment de mon intervention à expliquer pourquoi, malheureusement, le président de la République actuelle de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est en train de basculer dans la violence. Qu'est-ce qui explique son basculement dans la violence ouverte? C'est la deuxième question à laquelle nous répondrons dans cette conférence. La troisième question que j'aborderai dans cette conférence, c'est bel et bien quelles sont les conséquences de la tournure que M. Alassane Ouattara et son clan, installés au cœur de l'exécutif ivoirien, quelles sont les conséquences que cette tournure risque de donner, malheureusement, à la vie politique ivoirienne des prochaines semaines et même des prochaines années. Et enfin, le quatrième point de la présente conférence sera consacré à indiquer les solutions de sortie de la crise institutionnelle, de la crise démocratique, de la crise morale, de la crise spirituelle dans laquelle sont en train de plonger, par la faute principalement du président Alassane Ouattara et de son clan, les institutions de la Troisième République de Côte d'Ivoire, née avec la Constitution de novembre 2016. Chers amis, où que vous soyez en ce monde, je vous salue et je vous prie d'ores et déjà, si vous partagez le programme de cette conférence, de la partager massivement sur vos pages. La partager massivement sur vos pages. Si les 4 points de ce programme sont actés par chacun et chacune d'entre vous, permettez-moi de vous souhaiter, bien sûr, une très bonne soirée et un très bon week-end en Côte d'Ivoire et ailleurs, conformément à la politesse d'usage qui ouvre ces directs, et permettez-moi d'aller aussitôt droit au but, car il y a urgence. Il y a urgence à ce que tout le monde prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Premier point de notre exposé de ce soir, chers amis. Je dis que la violence contre les citoyens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est le fait direct de l'organisation criminelle qui est en train d'être installée par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Quels sont les éléments qui me permettent de le penser? Il y a 3 séries d'éléments qui me permettent de le penser. Je parlerai en dernier élément de l'enlèvement. Je parlerai en dernier élément de l'enlèvement
du citoyen Kader Doumbia hier à Angré, une commune d'Abidjan connectée à la commune de Cocody et à celle d'Abobo, commune que je connais fort bien. Le premier élément fondamental dans cette affaire, c'est que depuis pratiquement, en réalité, 2 ou 3 ans, et en tout cas on a pu l'observer notamment après les fameux événements des mutineries, de janvier 2017 et de mai 2017, les services de renseignement généraux du président Alassane Ouattara s'acharnent à établir, d'une manière ou d'une autre, que les anciens alliés du président Alassane Ouattara prépareraient un coup d'État contre lui. Tout le monde a vu, en janvier 2017 et en mai 2017, toute la communication de la présidence de la République insinuer et même dire parfois ouvertement que les mutineries qui étaient pourtant des revendications de soldes et de primes promises aux 8400, comme on les a appelés, étaient le fait de membres de la majorité présidentielle. Tout le monde sait que le régime d'Alassane Ouattara, le clan présidentiel, a accusé, par voie directe et indirecte, Guillaume Kigbafori Soro d'être derrière les dites mutineries, sans en avoir jamais la moindre preuve. Tout le monde sait que c'est sur la base de cette accusation fallacieuse, jamais établie, que le clan présidentiel s'est emparé de la liberté de notre frère Kone Kamaraté Souleymane Soul le 9 octobre 2017 et l'a jeté en prison au motif qu'il posséderait 6 tonnes et pour certains même 12 tonnes d'armes. Je vous avais dit, quand cela se faisait, que cette stratégie adoptée par le clan présidentiel en Côte d'Ivoire avait pour but de régner et de confisquer l'État par la terreur. Je vous avais dit, quand notre frère Soul a été, en réalité, arbitrairement arrêté et donc enlevé à l'affection des siens pendant pratiquement 1 an. Je vous avais dit que le régime Ouattara n'ouvrirait jamais le procès pour établir les délits ou crimes supposés de Soul, car le régime Ouattara savait parfaitement que les armes qui étaient stockées dans l'un des domiciles privés de Soul appartenaient à son propre dispositif de secret défense, et que ces armes n'avaient jamais été utilisées pour tenter de le renverser. Je vous avais dit que le régime Ouattara n'accepterait jamais l'ouverture d'un procès où notre frère Soul expliquerait la provenance des armes qui se trouvaient chez lui. N'avez-vous pas vérifié, le 8 août 2018, avec la libération catiminieuse, avec la libération dans la confusion, la libération dans la mêlée de Soul, en compagnie de 800 prisonniers politiques ivoiriens, n'avez-vous pas vérifié ces prédictions et ces analyses? Ça, c'est le premier fait, qui indique que c'est un régime qui s'est installé dans une logique consistant à diaboliser ceux qu'il considère comme ses rivaux, ses concurrents, ses adversaires ou même ses ennemis, en leur prêtant l'intention de leur renverser afin de justifier le fait de les attaquer, de les détruire et même éventuellement de les assassiner. Ça, c'est le premier fait que je mets à votre disposition. Deuxième fait qui indique que ce régime est entré dans une dimension criminelle. Ce fait, c'est que ce régime a installé des équipes de filature de tous les proches collaborateurs, de ceux qu'il pressent désormais comme ses rivaux et comme ses concurrents, à savoir principalement les présidents Bédié et Guillaume Soro. Aujourd'hui, ce régime se permet, grâce à des moyens de télécommunication importés de l'étranger, de mettre sur écoute des centaines de milliers de téléphones d'Ivoiriens, sans la moindre autorisation de la loi. C'est un régime qui fait intrusion dans les correspondances privées des Ivoiriens. C'est un régime qui a mis en place des équipes de pirates informatiques pour tenter de rentrer dans nos ordinateurs, entrer dans nos communications téléphoniques, s'informer de nos vies. C'est un régime qui a mis en place des équipes de filature qui suivent partout les présidents Bédié et Soro et leurs collaborateurs, rédigeant des dizaines de fiches journalières de renseignements généraux, parmi lesquelles certaines mentent à volonté pour justifier les frais de mission.
Ça, c'est un deuxième fait qui est aujourd'hui documenté par la presse internationale. Ce régime s'organise pour réduire les équipes de sécurité de ceux qu'il pressent comme étant ses rivaux, ses ennemis déclarés. Au point aujourd'hui qu'il a, de manière régulière depuis 3 ans, dégarni volontairement la sécurité rapprochée du président de l'Assemblée nationale, celle de l'ancien président de la République Henri Konan Bédié, afin, croit-il, de les effrayer et de les amener à se soumettre à ses oukases et à sa volonté régalienne. Ce fait aussi est documenté par la presse nationale et internationale. Le dégarnissement des gardes rapprochés des principaux hommes politiques ivoiriens, notamment ceux qui ne se sont pas soumis aux désidératas de M. Alassane Ouattara, l'organisation de renseignements généraux pour les harceler en permanence, infiltrer leurs équipes. Et aujourd'hui, il y a un troisième élément important qui rentre en jeu. C'est la cascade de décès inquiétants à l'intérieur de l'opposition ivoirienne, en général, et la cascade de menaces individuelles de mort qui pèsent à travers les réseaux sociaux sur tous ceux qui, de près ou de loin, ne se sont pas soumis aux oukases de M. Alassane Dramane Ouattara. Ce qu'on appelle les fameux 454, c'est-à-dire, en réalité, les internautes au service du dictateur, du néo-dictateur des lagunes, ont vocation sur Internet, sur Facebook en particulier, à menacer de mort tous ceux qui ne se soumettent pas à la vulgate et au diktat de M. Alassane Ouattara. Il relaie des menaces de mort suffisamment précises, dont nous vous avons fait plusieurs fois état, depuis pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Menaces de mort documentées, et pour lesquelles le procureur accroupi, corrompu, indigne d'Abidjan, Richard Adou, n'a jamais daigné lever un petit doigt. Lui qui est capable de s'emparer à la minute près d'un internaute qui critique Alassane Ouattara, n'a pas été capable, jusqu'à ce jour, de s'emparer d'un seul des individus, au faciès connu, à l'identité connue, qui sur les réseaux sociaux menacent de mort, ouvertement, les dirigeants ivoiriens qui ne se soumettent pas au diktat d'Alassane Ouattara. Le rôle d'un intellectuel politique, fils adoptif de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est de dénoncer cela. Et je suis d'autant plus bien placé pour dénoncer cela que quand il a fallu défendre la nationalité, la citoyenneté, l'ivoirité de M. Alassane Ouattara, nous avons donné plume, encre, nous avons donné des nuits de veille, nous avons donné de la mobilisation. Certains ont donné sueur et sang pour que cet homme soit reconnu comme citoyen ivoirien. Quand la Côte d'Ivoire entière le honnissait. Je suis donc très bien placé pour procéder aujourd'hui à la critique et à la déconstruction de ce régime. Je vous ai donné déjà 3 séries de faits qui indiquent que le régime d'Alassane Ouattara est un régime qui est en train de se criminaliser. Mais ce n'est pas fini. C'est un régime qui est en train de se criminaliser parce que lorsque des citoyens sont assassinés en Côte d'Ivoire, et notamment assassinés à l'initiative de membres du clan présidentiel, ce régime ne bouge pas le petit doigt. Ce régime paralyse la justice. Ce régime distord la justice. Le 7 juillet 2018, à Korogo, ville contrôlée par M. Amadou Gon Coulibaly, qui est le baron du pouvoir, Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le citoyen Soro Cognon, membre du RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, dirigé par l'honorable Guillaume Soro Kanigui Mamadou, et dont le président d'honneur est le président Guillaume Kigbafori Soro. Le jeune Soro Kanigui a été ouvertement assassiné en plein jour par des militants de la section RDR, connus pour être des proches collaborateurs de M. Amadou Gon Coulibaly. Jusqu'à ce jour, le lieu de jugement, le lieu de condamnation des assassins de Soro Cognon ne sont pas connus. Encore moins le lieu de leur détention. Alors que les assassins de Soro Cognon sont connus. Pourquoi Soro Cognon a-t-il été assassiné sans que le président Alassane Ouattara, président de la République, en exercice, ne puisse faire une déclaration pour mettre fin
à la spirale de violation flagrante des libertés fondamentales, alors qu'il était supposé restaurer une véritable démocratie en Côte d'Ivoire. Si l'assassinat de Soro Kognon à Korgo n'a pas déclenché une seule déclaration de compassion du Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, qui, comme on le sait, est un homme sans cœur, un homme qui n'a pas de cœur, un homme qui a une pierre à la place du cœur. Si l'assassinat de Soro Kognon n'a pas déclenché une déclaration publique du président de la République Alassane Ouattara pour demander à ses proches collaborateurs d'arrêter la spirale meurtrière consistant à imposer son point de vue contre les autres en les assassinant, c'est bien parce que c'est un crime qui était un message du clan présidentiel de M. Alassane Ouattara à l'ensemble de la classe politique ivoirienne, et notamment aux populations du nord de la Côte d'Ivoire. L'assassinat de Soro Kognon est un acte de terreur envers les populations du nord de la Côte d'Ivoire auquel le régime Alassane Ouattara a dit, depuis le 7 juillet 2018, si vous n'appartenez pas à mon parti, le RHDP unifié nouvelle version, vous êtes exposé à quitter brutalement la vie. L'assassinat de Soro Kognon pour une simple affaire de participation à une assemblée générale, assassinat impuni, était un message de terreur à l'adresse de la totalité de la population de la Côte d'Ivoire et notamment à l'adresse des Ivoiriens issus du Nord, auxquels M. Ouattara, M. Gon Coulibaly ont voulu dire « Vous êtes nos esclaves, vous êtes nos captifs. Attention, si vous ne pensez pas comme nous vous donnerons la mort. » Voyez-vous comment ce régime a mis progressivement en place une stratégie de terreur? Voyez-vous comment ce régime a mis en place une stratégie psychologique de terreur sur le nord de la Côte d'Ivoire et sur le reste de la Côte d'Ivoire? Sur le reste de la Côte d'Ivoire, qui c'est qui joue le rôle des assassins de Soro Kognon à Korogo? Mais ceux qui jouent le rôle des assassins de Soro Kognon à Korogo, c'est l'ensemble de l'appareil sécuritaire de M. Ouattara. Vous avez vu ce qui s'est passé le 13 octobre 2018, lors des élections municipales. À Abobo, il y a eu mort d'homme. Et cette mort d'homme a été déclenchée à l'instigation des loubards de M. Ahmed Bakayoko. Il y a eu blessure à Abobo. Il y a eu spoliation, il y a eu violation de la loi par le candidat Ahmed Bakayoko, lequel ne devait déjà pas être candidat parce que la loi ivoirienne interdisait le 13 octobre 2018 à un ministre de la République de candidater cumulativement à un poste de maire. Déjà, les ministres du gouvernement Ouattara ont été candidats en violation de la loi. Et quand ils se sont fait élire au forceps, comme on l'a vu, à Abobo, on a vu les violences de Grand Bassam. On attend toujours de savoir combien de personnes proches de M. Jean-Michel Moulot, décrété ambassadeur par M. Alassane Ouattara la semaine passée, combien de gens proches de ce violent candidat, soi-disant maire de Grand Bassam, combien de ces gens ont été jugés. Alors ce sont eux qui ont organisé les violences pour imposer par la force sa victoire. On a vu à Port-Boué, on a vu au plateau, avec les pratiques de voyous de M. Saweignon, lesquels ont conduit à la tentative de hold-up électoral contre le candidat dit sans bruit, Jacques Ewo, député et maire du plateau, aujourd'hui harcelé par la police politique de M. Alassane Ouattara. On a vu cela. Toutes les violences qui ont été commises du 13, 14, 15, 16 octobre en Côte d'Ivoire, à l'initiative des membres du pouvoir, est-ce que ces violences ont été condamnées dans les tribunaux? Est-ce qu'un juge a convoqué M. Ahmed Bakayoko pour lui demander de rendre compte des actions qu'il a organisées à Abobo en violation de la loi? Actions de corruption sur la place publique, actions de production de fausses cartes électorales, actions de brutalisation de membres de l'équipe de son adversaire, action d'assassinat d'un scrutateur, Lansine Coulibaly, à Agnama. Pour toutes ces actions, initiées par des membres du clan présidentiel, à Abobo, à Port-Boué, à Grand Bassam, qui s'est retrouvé au tribunal? Eh bien, le 13 octobre 2018, le régime d'Alassane Ouattara a réitéré le message suivant. Partout où vous n'êtes pas d'accord avec nous, le clan présidentiel, du soi-disant RHDP unifié, nous pouvons vous donner la mort et la justice ne dira rien. Tout le monde a vu ça. Tout le monde sait que dans les tribunaux, il n'y a aucune affaire concernant un proche d'Alassane Ouattara mêlé aux violences électorales du 13 octobre
2018. Alors que ces violences électorales ont profité essentiellement à M. Alassane Ouattara et à son clan. Tout le monde le sait. Donc je suis en train de vous démontrer le premier point de cette conférence, à savoir que M. Ouattara a très clairement choisi la violence comme mode de renforcement de son pouvoir. Et cela très clairement au moins depuis 3 ans. En 2011, M. Ouattara bénéficiait de ce qu'on peut appeler les circonstances atténuantes. Il venait de prendre le pouvoir après une guerre fratricide avec le camp Gbagbo. C'est vrai que quand vous venez de prendre le pouvoir en passant par une guerre, eh bien, vous êtes encore dans des conditions exceptionnelles de sécurité, au moins pendant 1 ou 2 années. Mais qu'est-ce qui justifie qu'après sa réélection de 2015, M. Alassane Ouattara, qui bénéficiait d'une majorité politique suffisamment large, avec un Guillaume Kikbafori Soro et les forces nouvelles, un Henri Konan Bédié et le PDCI RDA, qu'est-ce qui explique qu'il ait besoin aujourd'hui de recourir à la violence, alors qu'il disposait d'une majorité politique suffisamment large au moment de sa réélection en 2015? Ce qui l'explique, on va le voir dans la deuxième partie de la conférence. En tout cas, très clairement, je suis en train de vous démontrer qu'Alassane Ouattara a clairement choisi, avec son clan, d'administrer une dose de terreur psychologique aux Ivoiriens. Je continue. Il y a un procureur à Abidjan qui, quant à lui, est chargé de terroriser les citoyens ivoiriens en général. On peut l'appeler le procureur Facebook, Richard Adou, qui est en réalité le pauvre Adou. Cet homme n'est Richard en rien, si ce n'est en réalité en bassesse, si ce n'est en réalité en... Comment est-ce que je peux dire? Cet homme, il est riche en petitesse humaine, il est riche en faiblesse humaine, il est riche en vanité, il est riche en usurpation, il est riche de tout ce qui malheureusement fait l'inhumain et non l'humain. Richard Adou fait partie de la stratégie psychologique de terreur d'Alassane Ouattara contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un procureur qui plane sur tous les réseaux sociaux comme un épervier, comme un aigle, prêt à s'emparer à tout moment du moindre internaute qui dit l'une des choses qui sont interdites en Côte d'Ivoire. Si un internaute dit que M. Alassane Ouattara a été citoyen burkinabé, on envoie quelqu'un pour l'arrêter. Pourtant, c'est vrai qu'il a été citoyen burkinabé. Et c'est vrai qu'il est citoyen ivoirien. Si un internaute dit que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une dictature, M. Adou se précipite pour l'arrêter. Si un internaute dit que le pouvoir exécutif, le gouvernement ivoirien, menace la sécurité des institutions, de l'Assemblée nationale, du Sénat, la sécurité même des Ivoiriens au quotidien, M. Adou se précipite pour le prendre. Il a arrêté des imams, il a arrêté des prêtres et pasteurs, il est même allé arrêter un gamin sur les réseaux sociaux. Parce que le gamin a dit que le président Alassane Ouattara était un burkinabé. Mais être burkinabé, est-ce que ce n'est pas être humain? Est-ce qu'on ne peut pas être burkinabé et devenir président de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on est aussi ivoirien. On peut être burkinabé et ivoirien. Et il n'y a rien en cela qui soit un crime. On peut être issu de plusieurs pays et ça n'empêche pas la Côte d'Ivoire de vous accueillir. Non, M. Alassane Ouattara, à travers son procureur aux ordres, Adou Richard, a installé une ambiance de terreur psychologique en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien qui va sur son clavier pour s'exprimer a peur d'être arrêté. Moi, je suis pratiquement tous les jours sur ODCI, Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, un site que j'aime beaucoup parce qu'on peut y trouver des gens qui ne pensent pas comme je pense. Il y a d'autres sites sur lesquels on trouve des gens, par exemple, essentiellement proches de Guillaume Kikbafori Soro, comme le site Soronité, ou Guillaume Soro, leader éclairé d'une nouvelle génération. Il y a beaucoup d'autres sites. Moi, je fais partie de ces intellectuels, amis et compagnons de lutte de Guillaume Soro, qui acceptent d'aller au contact des points de vue opposés. Parce que je ne veux pas vivre dans ma bulle. Je discute avec des citoyens ivoiriens, non ivoiriens, avec des hommes et des femmes de toute extraction, de toute origine. On me reproche même parfois d'être trop proche de ces réseaux sociaux et de manquer de réserve. Alors qu'en réalité, j'incarne une nouvelle manière de faire la politique. L'art de faire de la politique avec les citoyens. Regardez aujourd'hui en France, M. Macron est partout en France en train de discuter avec tout le monde. Parce qu'il a enfin compris en France
que le 21e siècle est le siècle de la communication de proximité avec les citoyens. Fini les hommes politiques qui sont dans leur tour d'ivoire, qui ne vivent pas avec les Ivoiriens et qui prétendent diriger les Ivoiriens. Or, ça, c'est exactement le style de M. Alassane Ouattara. C'est le style de M. Biya Paul au Cameroun. Des hommes politiques qui dirigent des peuples avec lesquels ils ne vivent pas. Ils sont réfugiés dans leur thébaïde, dans leur alcôve, coupés de tout, prennent des décisions et imposent les conséquences à leur peuple sans en avoir discuté avec eux. J'incarne la nouvelle génération des hommes politiques africains qui n'ont pas peur de leur peuple, parce qu'ils veulent servir leur peuple. Parce qu'ils veulent servir leur peuple, ils discutent avec leur peuple. Ils discutent avec leurs concitoyens. Ils discutent d'homme à homme, d'homme à femme. Ils discutent d'adultes à adolescents. Et ils acceptent d'entrer dans la contradiction dialectique. Parce qu'ils n'ont pas peur de la vérité. Ils n'ont pas peur de la justice. Et c'est ce style qu'incarne en Côte d'Ivoire mon leader générationnel africain, Guillaume Kigbafori Soro. On nous en veut, pourquoi? Adou a été chargé de traumatiser psychologiquement le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un procureur dont la spécialité est la traque de tous ceux qui peuvent critiquer le pouvoir. Il ne s'est rendu responsable jusqu'à ce jour d'aucune procédure d'arrestation contre les membres du pouvoir qui initient des violences en Côte d'Ivoire. Aucune. Mais il s'est emparé des plus vulnérables. Et c'est ce monsieur Adou qui vient d'organiser l'arrestation ubuesque d'un député de la République de Côte d'Ivoire, notre frère et ami Alain Michel Lobognon, au motif d'un tweet, un seul tweet. Le monsieur a écrit un tweet. Et dans ce tweet, que disait Alain Michel Lobognon? Alain Michel Lobognon disait ceci: malgré le principe de la séparation des pouvoirs garanti par la Constitution ivoirienne, j'observe que le procureur Adou fait tout pour arrêter mon collègue député Jacques Ewo, au mépris de la loi. Parce que Alain Lobognon a dit cela, que Adou, sur les ordres de Sansan Kambile, ministre de la Justice, et d'Alassane Ouattara, président de la République, sans oublier l'homme sans cœur, Amadou Koulibaly, Gon. Parce qu'Alain Lobognon a simplement dit qu'il n'avait pas le droit d'arrêter un député de la République, M. Adou Richard, sous instruction des mêmes maîtres de séance, s'est emparé de lui, l'a mis dans un fourgon et l'a foutu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Vous imaginez, bien sûr, où serait ma place dans la République version Alassane Ouattara, moi qui m'exprime librement ce soir. Ma place, dans la logique d'Alassane Ouattara, c'est la Maka. Et d'ailleurs, il l'a dit plusieurs fois, à plusieurs endroits, que s'il pouvait s'emparer de ma personne, le meilleur endroit où je puisse me retrouver, ça serait au minimum la prison. Mais qui est cet homme pour vouloir emprisonner systématiquement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui? Dès les années 92, Alassane Ouattara s'était illustré comme le Premier ministre qui a emprisonné le plus massivement l'opposition. Il était le Premier ministre du président Houphouët-Boigny et il défendait le monopartisme contre le multipartisme. Lorsqu'il n'a pas réussi à supplanter, au mépris de la Constitution, le président Henri Konan Bédié, en 1993, il est devenu opposant. Et c'est là que le président Bédié et ceux qui le suivaient, dont Venance Konan, commettent l'erreur terrible d'élaborer l'idéologie de l'ivoirité contre Alassane Ouattara. Dès lors qu'ils élaborent l'idéologie de l'ivoirité contre Alassane Ouattara, il devient une victime et l'incarnation de tous ceux qui subissent cette idéologie infecte. Voilà comment nous épousons la cause du président Alassane Ouattara, parce que c'est un exclu. Aujourd'hui, Alassane Ouattara ne représente plus la cause des exclus. Aujourd'hui, Alassane Ouattara représente en réalité l'organisation même la plus discriminatoire de la Côte d'Ivoire de ces 10 dernières années. C'est lui qui en est le chef. C'est le plus grand limogeur. C'est le plus grand limogeur après Félix Houphouët-Boigny. On n'a jamais vu quelqu'un limoger à tour de bras de cette façon. Les cadres soroïstes se rappellent qu'ils n'ont jamais eu autant de travail en Côte d'Ivoire que sous Laurent Gbagbo. Mon frère Konaté Zié, qui suit sans doute en direct la présente conférence, en a témoigné. Et il a perdu son poste. Il a perdu son salaire, son revenu avec lequel il nourrissait sa famille. Alain Michel Lobognon, ingratement remercié, dans les mêmes circonstances, sans jamais qu'on ait démontré qu'il a fait le moindre détournement comme ministre des Sports.
L'affaire aurait été en justice et on aurait démontré qu'Alain Lebognon aurait détourné. Tous les ministres issus des forces nouvelles, et je ne parle pas des renégats qui, prétendument issus des forces nouvelles, et en réalité davantage attachés à la mangeoire qu'à leurs principes, continuent de traîner dans l'environnement de ce clan hautement dangereux et hautement ingrat pour la Côte d'Ivoire. Donc, le président Alassane Ouattara a été défendu parce qu'il était exclu et qu'il était l'emblème des exclus. Maintenant, il n'est plus défendable parce que c'est lui qui exclut. Et il est l'emblème même de l'organisation de l'exclusion. C'était uniquement le premier point de ma conférence que je conclurai par le fait que nous savons de sources sûres donc ceux qui ont enlevé hier notre frère Kader Doumbia appartiennent aux services de renseignement généraux et aux services des forces spéciales rattachés directement à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Nous demandons donc à Monsieur le Président Alassane Ouattara, encore président de la République de Côte d'Ivoire, de nous restituer intact, indemne, sain et sauf le citoyen Kader Doumbia. Nous demandons solennellement à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, qui savent que quand ça commence comme ça pour les autres, ça va continuer comme ça pour eux, de participer à la dénonciation du retour des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. Les escadrons de la mort qui s'emparent de Kader Doumbia parce qu'ils estiment que Kader Doumbia est un élément important dans le dispositif politique, citoyen, militant, stratégique ou tactique de Guillaume Kigbafori Soro, et qui veulent, de cette façon-là, infliger intimidation, peur à l'ensemble des proches compagnons de Guillaume Kigbafori Soro. Cela veut vraiment dire que vous ne nous connaissez pas encore. Vous ne nous connaissez pas encore. Guillaume Soro ne marche qu'avec des hommes qui se sentent encore plus forts quand on les attaque injustement. Guillaume Soro ne marche qu'avec des hommes qui se battent pour une cause. Ils ne se battent pas pour un homme, ils se battent pour une cause. Et pas seulement leur cause, mais une cause qu'ils estiment juste et bonne pour la prospérité de la collectivité. Kader Doumbia a été enlevé par les services de M. Alassane Ouattara. Nous demandons à M. Alassane Ouattara de le libérer, de le restituer à sa famille en bonne santé et de le laisser tranquille l'ensemble des proches collaborateurs, des militants, des citoyennes et des citoyens ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais j'avais annoncé un deuxième point. Mais pourquoi Alassane Ouattara s'enfonce-t-il dans le chemin de la violence? Pourquoi Alassane Ouattara veut-il absolument imposer à la Côte d'Ivoire une nouvelle guerre fratricide? Je vais vous le dire. Je me suis connecté aujourd'hui pour vous le dire. Car si quelqu'un ne vous le dit pas, certains d'entre vous pourraient faire comme s'ils ne le savaient pas. Or, faire comme si on ne le savait pas, uniquement parce que quelqu'un d'autre ne vous l'a pas dit, c'est participer involontairement du crime qui est en train de s'organiser en Côte d'Ivoire. Le pouvoir RHDP actuel n'a été possible que par l'association de 3 forces politiques. Vous le savez. Les forces nouvelles, dirigées par Guillaume Soro, le PDCI-RDA, dirigé par le président Henri Konan Bédié, et le RDR, dirigé par le président Alassane Ouattara. Sur le plan national, voilà les 3 forces politiques qui ont fait la majorité au pouvoir. En pure logique, quand on prend le pouvoir avec ses alliés, et qu'on fait 2 mandats, n'est-il pas légitime à l'intérieur de l'Alliance que l'on songe à ce que l'un de ses alliés, à son tour, passe à la tête de l'Alliance? Je vous pose cette question de pure logique politique. Lorsque vous prenez le pouvoir ensemble, dans le cadre d'une alliance, et lorsque l'un des pôles de l'alliance a exercé le pouvoir suprême, n'est-il pas logique de s'attendre à ce que dans le cadre de l'alliance soutienne, à l'issue des 1 ou 2 mandatures de l'un des pôles, un autre pôle? C'est cette logique élémentaire que le président Henri Konan Bédié avait administrée à l'opinion ivoirienne le 17 septembre 2014 en lançant l'appel de Daoukro. Tout le monde y avait vu la logique d'une alliance qui fonctionne.
nous serons éternellement choqués de nous rendre compte que lorsque Henri Konan Bédié lance l'appel de Daoukro, en disant explicitement que l'une des clauses de cet appel, c'est que son allié, le président Alassane Ouattara, permette au PDCI-RDA, comme parti politique, de proposer à son tour, en 2020, un candidat à la présidence de la République, on se souviendra éternellement du fait que le président Alassane Ouattara était publiquement assis. Il était assis à la gauche du président Bédié. Et à chacune des étapes de cette déclaration, je vous invite à aller regarder la vidéo, tout l'establishment politique, notamment le président Alassane Ouattara, applaudissait à chaudes mains. Lorsque quelqu'un est en train de dire qu'il vous soutient pour votre réélection en 2015, à condition que vous le souteniez ou que vous souteniez un membre de son parti pour sa réélection en 2020, le fait que vous applaudissiez, ça veut dire quoi? Le fait que vous applaudissiez, ça veut dire que vous êtes d'accord. N'est-ce pas le président Alassane Ouattara lui-même qui est le spécialiste de l'élection dans son parti, le RDR, par applaudissement? Comment est-ce qu'il a reconstitué la direction du RDR le 9, 10, 11 septembre 2017? N'est-ce pas par des applaudissements? Est-ce que vous avez vu les militants du RDR aller voter dans une urne? Lui, c'est le spécialiste des applaudissements. Les gens applaudissent et on dit, ils sont d'accord. Comme dans une démocratie soviétique. Bon. Ce monsieur s'est levé et quand le président Bédié parlait, il applaudissait. Ça, c'était leur deal supposé entre lui et le président Bédié. Une fois de plus, c'était déjà inquiétant de se rendre compte que une majorité est constituée par 3 personnes et puis il y en a 2 qui auraient un deal dont une autre personne, membre de l'Alliance, n'est pas au courant. Nous nous en sommes inquiétés. Relisez nos tribunes. En 2017, analysant l'appel de Daoukro, même en 2014 et en 2015, nous disions déjà, cet appel de Daoukro comprend des clauses qui impliquent les 2 présidents, Bédié et Ouattara. Mais elle n'implique que les 2. Et nul ne sait ce qu'ils se sont dit. Et même quand ils diraient que quelqu'un d'autre le sait, nous n'avons pas encore le témoignage de celui qui aurait été témoin de leur accord. Donc en réalité, Alassane Ouattara a commencé à détricoter sa propre légitimité démocratique. Il faut que vous compreniez. Sa base démocratique, il a commencé à la détricoter quand il a voulu tromper Henri Konan Bédié. Parce qu'à partir du moment où il s'est mis à tromper Henri Konan Bédié, il s'est retrouvé privé d'une partie de la légitimité démocratique qui lui avait permis d'arriver au pouvoir. Vous comprenez? Cette légitimité démocratique qui lui avait permis d'arriver au pouvoir, précisément, a été réduite par le fait qu'Henri Konan Bédié découvre qu'Alassane Ouattara était en train de le tromper et dise à ses troupes, prenons de la distance. Il faut que vous compreniez cela. Et si cette conférence vous intéresse, j'espère que vous la partagez et je vous invite à faire le maximum de likes. Car on me signale que les services de communication de M. Alassane Ouattara ont mobilisé force individus pour signaler cette vidéo comme étant une vidéo attentatoire aux règles de la communication politique. Ce qui n'est pas vrai. J'affirme qu'il n'y a pas dans le camp Ouattara un seul homme qui soit capable de me faire face dans une joute de communication politique. Et que rien dans cette vidéo n'est dit qui n'a été pensé, réfléchi, calculé, pesé, sous-pesé, longtemps avant d'être dit. Donc je vous invite, si vous êtes là, et si vous souhaitez que notre conférence se poursuive, à multiplier les likes. Parce que ce sont les likes qui alertent à l'administration Facebook du fait que l'exposé vous intéresse. Je dis donc que Alassane Ouattara recourt aujourd'hui à la violence parce qu'il est en déficit de légitimité démocratique. Il a perdu le contrôle du PDCI-RDA. Tout le monde a vu cela. En juillet 2018, le PDCI-RDA est même sorti de l'ancienne alliance du RHDP, groupement de partis politiques. Le PDCI-RDA ne veut plus jamais entendre parler, a-t-il dit, du RHDP, que ce soit sous la forme de l'ancienne alliance groupement politique née en 2005 à Paris ou sous la forme du RHDP unifié. Donc, Alassane Ouattara se retrouve en déficit de légitimité démocratique. Je vous rappelle qu'au premier tour de l'élection de 2010, Alassane Ouattara était 2e. Alassane Ouattara n'a jamais été l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Puisqu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, Alassane Ouattara était 2e, selon les décomptes de la Commission électorale indépendante. Qui était premier en 2010, au premier tour? Certains l'ont oublié. Franklin Nyamsi ne l'oublie pas. Un analyste politique a de la mémoire. Le premier homme politique sur les 3 grands de l'élection de 2010, c'était Laurent Gbagbo. Et vous comprenez pourquoi
le régime Ouattara panique à l'idée que Laurent Gbagbo rentre chez lui. Parce que Laurent Gbagbo était premier en 2010. Avec combien? Avec 38%. 38% de voix au premier tour. Alassane 32 et Bédié 25. Donc en réalité, c'est grâce à l'apport de voix d'Henri Konan Bédié, dans tous les cas, qu'Alassane Ouattara peut prétendre avoir réussi à rattraper son retard du premier tour de 2010. Vous voyez donc que celui qui lui a permis de rattraper son retard au premier tour de 2010, celui qui a appelé à sa réélection en 2014 et en 2015, cette réélection a eu lieu, se rend compte que le président Alassane Ouattara l'a trompé. Il se retire de l'alliance, Alassane Ouattara se retrouve avec une alliance, comme l'a dit le président Guillaume Soro, une marmite posée sur 3 pierres, déjà voilà une pierre qui s'enlève. Mais le président Alassane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il a pris le pouvoir avec une marmite à 3 pierres. Il enlève une pierre. Henri Konan Bédié, le PDC et RDA se mettent à l'écart. Et je salue ici le formidable courage du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, qui a eu aujourd'hui le courage de dire au président Alassane Ouattara « Je ne me mêlerai pas à la soupe infecte du RHDP unifié. Je ne m'associerai pas à la spoliation des Ivoiriens de leur liberté fondamentale pour servir la capture de l'État de Côte d'Ivoire par votre clan. Je préfère perdre mon poste de président du Sénat que de perdre ma dignité de citoyen et tout simplement d'homme. » Bravo à vous, honorable, très honorable, Jeannot Ahoussou Kouadio, pour cet acte de courage et de respect de la loi de 1993 sur l'autonomie des partis politiques en Côte d'Ivoire. Non content d'avoir perdu le soutien de son allié de poids, Henri Konan Bédié, dès sa réélection en 2015, le président Alassane Ouattara a multiplié des actes indiquant qu'il voulait se débarrasser de son second grand allié, le président Guillaume Kigbafori Soro. Tout le monde a vu ce qu'il a fait. D'abord, il a envoyé des individus de petite signifiance, comme les cieux Ahmed Bakayoko. Il a envoyé des individus de moralité très douteuse, comme le grand corrompu et escroc international, Adama Bictogo. Il a envoyé un certain nombre de députés, parmi lesquels le fameux député Amadou Soumaoro dit Amadou Cimetière. Il a lâché un certain nombre de ses ministres, comme M. Marcel Amontano, pour aller pourrir le nom de Guillaume Soro dans les officines diplomatiques à l'étranger. Il a distillé dans l'opinion ivoirienne, il a donné à ses lieutenants toute liberté de manquer de respect au président de l'Assemblée nationale. On a vu Mme Kandia Camara monter au créneau, avec beaucoup de déboires par la suite, parce que nous nous en sommes occupés. Mme Kandia Camara a été chargée de dire à Guillaume Soro, je cite, « On ne lui a pas mis un pistolet à la tempe pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. » On a vu ça. Tous ces gens-là parlaient avec l'autorisation du président Alassane Ouattara. Ces gens ne peuvent pas parler si Alassane Ouattara n'est pas d'accord. On a bien vu l'élimination à partir de 2012, 2013, 2014 des ministres issus des forces nouvelles du gouvernement. Tout ministre des forces nouvelles restait fidèle en amitié, en fraternité à Guillaume Kigbafori Soro. Tout administrateur important manifestant cette fraternité, cette solidarité envers Guillaume Soro, s'est fait vider des institutions ivoiriennes. Jamais on n'avait purgé autant de cadres de forces nouvelles, de l'administration, du gouvernement, des institutions ivoiriennes que sous les gouvernements successifs de M. Alassane Ouattara après le départ de Guillaume Kigbafori Soro de la primature. Rendez-vous compte que les forces nouvelles, sous Laurent Gbagbo, avaient 10 ministres au gouvernement. Aujourd'hui, Guillaume Soro n'a été associé depuis très longtemps à aucune désignation à l'intérieur d'une alliance qu'il a pourtant contribué à porter au pouvoir. Encore moins le président Henri Konan Bédié. Bien sûr, aujourd'hui nous sommes dans la séparation des pouvoirs, d'accord. Mais l'histoire de la République de Côte d'Ivoire devait inciter le président Alassane Ouattara à avoir conscience de la manière dont il est arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé au pouvoir d'une manière classique, avec une formation politique solitaire qui aurait gagné une élection et qui se serait donc installé avec la prétention de gouverner selon ses seuls desiderata. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir dans le cadre d'une coalition politique
Et il ne pouvait gouverner jusqu'à la fin de son mandat qu'avec sa coalition politique. Aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement, on a vu en 2015, on a vu en 2016, même dans une certaine manière d'écrire la Constitution. Nous avons bien vu que le président Alassane Ouattara s'organisait pour faire de l'écriture constitutionnelle une manière de régler l'éloignement, croyait-il, de notre leader Guillaume Kibafori-Soro des possibilités d'accès à la présidence de la République. Il s'est même offert le luxe de nommer un vice-président de la République. Il s'est offert le luxe de nommer ostentatoirement des sénateurs, à la manière du dictateur Paul Biya du Cameroun, qui nomme des sénateurs, alors que les populations sont là et capables de voter. Toutes ces choses-là, nous les avons vues venir, mais parce que la Constitution de 2016 permet d'être révisée, est révisable beaucoup plus facilement en réalité que celle de 2000, nous avons parfaitement confiance que dans une Côte d'Ivoire nouvelle, véritablement état de droit, tous les articles scélérats qui traînent à nouveau dans la Constitution, et même les institutions inutiles qui traînent dans la Constitution, seront rebattus par les élus authentiques du peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas voulu faire de la Constitution de 2016 un problème personnel de Guillaume Kibafori-Soro. Parce que Guillaume Kibafori-Soro n'est pas né président de l'Assemblée nationale, et il n'a pas vocation à mourir président de l'Assemblée nationale. Comme l'a dit Jeannot Ahoussou-Kouadio aujourd'hui, personne ne naît avec un poste et personne ne meurt avec un poste. Nous avons refusé toute confrontation autour de la Constitution, parce que dans tous les cas, l'ivoirité était supposée avoir été extirpée de la Constitution. Ce qui avait provoqué les déflagrations des années 90 et 2000 en avait été extirpé. Ce progrès valait la peine, et en attendant que de nouvelles améliorations permettent au texte constitutionnel ivoirien d'affronter les enjeux de la société nouvelle, nous avons observé avec patience et compréhension la stratégie d'écartement mise en place par le président Alassane Ouattara explicitement contre Guillaume Kibafori-Soro. Nous le savions. Maintenant, je vous le dis, nous savons très bien que M. Alassane Ouattara, dans une certaine manière d'écrire cette constitution, cherchait à écarter Guillaume Kibafori-Soro. Or, il se trouve que Guillaume Kibafori-Soro, à mon avis, a toujours voulu, en réalité, passer par la souveraineté populaire pour l'exercice du pouvoir. Guillaume Soro n'a jamais été demandeur d'une nomination au poste de vice-président de la République, ou même d'une nomination au poste de président de la République. Si un jour Guillaume Kibafori-Soro est président de la République de Côte d'Ivoire, c'est parce que les Ivoiriens l'auront voulu, non pas un individu en Côte d'Ivoire. Donc, je suis en train de vous expliquer pourquoi le régime Alassane Ouattara devient violent et pourquoi Kader Doumbia a été enlevé hier et pourquoi vous ne devez pas laisser passer cela. Ce régime est devenu violent parce que c'est une marmite qui ne marche plus que sur un pied. Vous comprenez? C'est une marmite qui ne marche plus que sur une pierre. Elle est posée sur une pierre. Vous avez déjà vu une marmite en équilibre sur une seule pierre? Alors qu'on doit cuire le contenu de la marmite? La métaphore donnée par le leader générationnel était très claire. Tout le monde l'a comprise. Les trois pierres de la marmite, du RHDP prenant le pouvoir en 2010, c'était le RDR d'Alassane Ouattara, les forces nouvelles de Guillaume Kibafori-Soro, et le PDC et RDA d'Henri Konan Bédié. Le pouvoir Alassane Ouattara et le clan présidentiel organisé autour de lui s'est amusé à se débarrasser de deux pierres qui soutenaient la marmite. Comment pouvez-vous croire qu'une marmite puisse cuire sur le feu en étant suspendue sur une pierre? Sur les lois, en matière, les lois physiques de la Terre ne permettent pas cette hypothèse. Il faut donc bien comprendre que c'est parce que le président Alassane Ouattara et le clan qui l'entoure, composé de sa famille, qui, comme vous le voyez, contrôle de jour en jour les manettes économiques de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara nous a d'ailleurs fait la honte de nommer quelqu'un de sa propre famille au poste de ministre des Affaires présidentielles. Vous avez déjà vu ça où? Toi, tu es président de la République, et puis tu nommes ton frère ministre de tes Affaires devant la Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, ce clan-là a un problème. C'est qu'il veut confisquer l'État de Côte d'Ivoire. Il veut continuer de diriger la Côte d'Ivoire après 2020. Or, il s'est débarrassé de ses deux grands alliés parce qu'il a voulu les tromper, les rouler dans la farine. Ces deux grands alliés, en réalité, avec lesquels il comptait jusque-là, c'était les présidents Bédié et l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume
Le clan a procédé au limogeage, au harcèlement, aux intimidations, aux menaces, aux attaques, à tout ce que vous voyez. La mort même a été donnée à certains militants, à certains citoyens pour intimider le clan. Parce que Guillaume Kigbafori Soro a refusé de participer au piétinement du droit du PDCI-RDA d'aller à l'union avec sa réflexion. Parce que le président Guillaume Soro a refusé de cautionner la capture de la Côte d'Ivoire par un clan. Le clan déclenche aujourd'hui des procédures de violence contre lui. Toutes les attaques, l'emprisonnement de Soul Toussoul, l'emprisonnement d'Alain Lobognon, l'enlèvement de Kader Doumbia, l'assassinat de Soro Kognon le 7 juillet 2018 à Korogo, font partie de la stratégie du clan pour faire plier notre leader Guillaume Kigbafori Soro à tout prix par la force. Il faut que vous compreniez ça. Hein. Quand vous n'avez plus de légitimité démocratique suffisante et que vous voulez vous maintenir au pouvoir, vous êtes obligé de passer par la violence. Notez bien, c'est le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun qui vous donne la clé de la situation actuelle. Pourquoi le régime Ouattara est-il violent, chers amis? Réponse. Le régime Ouattara a décidé de procéder par la violence parce qu'il a perdu largement de la légitimité démocratique en se séparant par la ruse, la roublardise, le mensonge, la manipulation du PDCI-RDA du président Henri Konan Bédié et en s'éloignant de l'ensemble de la génération incarnée par le leader Guillaume Kigbafori Soro, actuel président de l'Assemblée nationale. Toute la violence que vous observez aujourd'hui de la part du régime d'Alassane Ouattara provient de ce déficit de légitimité démocratique. Je mets au défi quiconque viendra sur les plateaux de télévision, ici, en Occident, parce que je suis là pour m'occuper d'eux. Je mets au défi quiconque viendra ici démontrer le contraire. Vous m'avez vu sur Africa 24, vous m'avez vu sur Vox Africa, vous m'avez vu sur TV5. Les dialecticiens du clan Ouattara ne tiendront pas une seconde le débat sur ces questions. Je passe au troisième point. Quelles sont les conséquences de ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui? Première conséquence de la violence dans laquelle le président Ouattara est en train de faire basculer la Côte d'Ivoire. Première conséquence, c'est une conséquence psychologique. La peur est en train de se généraliser dans la population. La manière de faire la politique d'Alassane Ouattara fait peur. Les gens ont peur. Les gens me le disent. Il y a des gens qui veulent parler, mais qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur d'être enlevés, emprisonnés et parfois tués par des membres du clan d'Alassane Ouattara. La deuxième conséquence, c'est que désormais les institutions de la Troisième République de Côte d'Ivoire sont piétinées, foulées par terre par Alassane Ouattara lui-même. Une république était née en novembre 2016. Cette république est aujourd'hui piétinée par terre par Alassane Ouattara. Vous avez vu comment il a piétiné par terre le Sénat, suspendant le Sénat, c'est-à-dire le pouvoir législatif, sans l'accord des membres du Sénat. Et c'est là qu'il s'est aliéné Jeannot Ahoussou Kouadio. Vous voyez comment Alassane Ouattara piétine aujourd'hui la justice. Lisez le communiqué des deux grands syndicats de la magistrature de Côte d'Ivoire, qui a été publié hier. Ce communiqué demande explicitement à l'exécutif ivoirien d'arrêter ses intimidations, ses menaces, son harcèlement contre les juges. Vous comprenez pourquoi Alassane Ouattara utilise plus facilement le procureur Adou, qui dépend du ministère de la Justice, que les juges, qui quant à eux sont obligés d'écouter une affaire dans le cadre d'un procès contradictoire. Ce sont ces juges. Les juges de Côte d'Ivoire aussi, maintenant, ont peur. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur liberté, ils ont peur pour leur sécurité, parce que le régime qui a choisi d'utiliser la violence pour confisquer le pouvoir commence à les harceler, pour les utiliser contre ses opposants. Vous avez vu comment on a utilisé les juges pour tenter d'arracher le PDCI-RDA aux véritables militants du PDCI-RDA. Vous n'avez pas vu? Il a fallu qu'à un moment donné, quelques juges courageux disent désormais les démarches de M. Nguessan contre le PDCI-RDA ne sont pas considérées comme légales ni légitimes.
Depuis, le terrain judiciaire contre le PDC et RDA s'est calmé parce qu'il y a eu des juges courageux pour le dire. Mais ces juges, aujourd'hui, se sentent menacés. Je voudrais adresser mon fraternel salut et soutien à tous les juges de Côte d'Ivoire qui résistent à la dictature qui est en train de se mettre en place sous l'instigation du président Alassane Ouattara. Faut-il rappeler ici, chers amis, que c'est un juge de Dimbokro, Epiphane Zoro Bibalo, qui eut le courage, dans les années 90, de délivrer un certificat de nationalité ivoirienne à celui que le pouvoir ivoiritaire d'alors considérait uniquement comme un citoyen burkinabé. A-t-on oublié le courage des grands juges de Côte d'Ivoire? C'est ce courage-là qui va permettre une fois de plus à la Côte d'Ivoire d'éviter l'apocalypse à laquelle veut le livrer le clan qui veut confisquer l'État. Juge de Côte d'Ivoire, n'acceptez pas d'entériner la forfaiture. Jugez selon la loi, jugez en équité, ne jugez pas selon Alassane Ouattara. Vous avez suivi la déclaration de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous rappelle que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, basée à Paris, rassemble 54 parlements, 54 pays, 14 sections associées et 19 sections observatrices au sens large. C'est-à-dire que l'association parlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie représente pratiquement 400 à 500 millions d'habitants de ce monde. C'est cette Assemblée parlementaire de la francophonie qui a aujourd'hui, à Paris, publié un communiqué demandant à M. Alassane Ouattara et à son gouvernement de respecter les immunités parlementaires garanties par la Constitution. D'aucune façon, le régime Ouattara n'a le droit, conformément aux lois de Côte d'Ivoire, de jeter un député de la République en prison. D'aucune façon. Encore moins au motif qu'il a écrit un tweet. Rendez-vous compte, Lobognon est en prison pour un tweet. Les parlementaires du monde entier s'indignent que M. Alassane Ouattara nous dise qu'il a passé une partie de sa jeunesse aux États-Unis et qu'il n'a aucune notion de respect du principe de séparation des pouvoirs. Allez lire cette déclaration. Allez lire la décision rendue par la justice le 18 novembre 2016. La Cour africaine des droits de l'homme demandait à M. Alassane Ouattara et à son gouvernement de respecter la loi électorale en renouvelant la commission électorale indépendante. Jusqu'à ce jour, du 18 janvier 2019, la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire n'est pas encore renouvelée. Elle n'est pas encore reconstituée conformément aux exigences d'équité, de démocratie, de transparence, sans lesquelles elle ne peut pas prétendre avoir organisé une seule élection véritablement démocratique. Le monde entier sait aujourd'hui que M. Alassane Ouattara, dès lors qu'il a décidé de tromper, de rouler dans la farine, son allié Henri Konan Bédié, de tromper, de rouler dans l'humiliation quotidienne, son allié, le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, le président de la République actuelle, Alassane Ouattara, a décidé de compenser ce déficit, j'insiste encore, ce déficit de légitimité démocratique par une augmentation de la violence. Donc, dans la situation actuelle, la Côte d'Ivoire assiste au discrédit de ses institutions. La troisième conséquence est donc que l'image internationale de la Côte d'Ivoire est gravement dégradée. Gravement dégradée. La Côte d'Ivoire bascule du domaine de démocratie en émergence vers le domaine de dictature en constitution. La Côte d'Ivoire commençait à être une démocratie en émergence. Ce n'était même pas encore une démocratie. Elle n'était même pas encore parfaitement un état de droit. Elle allait asymptotiquement vers cette exigence. Mais la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara vient de s'effondrer dans le gouffre des dictatures tropicales. De ce point de vue, elle n'est pas plus enviable que mon Cameroun natal. Toutes les pratiques que vous voyez M. Alassane Ouattara mettre en œuvre aujourd'hui, eh bien, ce sont celles-là qui ont été testées, quoique dans un rapport de force différent au Cameroun par M. Biya.
l'erreur, il me semble, de M. Alassane Ouattara, c'est de croire qu'il bénéficie, en Côte d'Ivoire, du rapport de force dont bénéficie Paul Biya au Cameroun. Maintenant, chers amis, j'aimerais aborder la troisième et dernière partie de cet exposé. Je couplerai d'ailleurs les troisième et quatrième ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Quand on veut imposer à ce peuple une dictature, ce peuple résiste toujours. Ce qui va se passer, c'est que la plateforme qui est en train de se créer, en bonne entente entre l'ancien président de la République, Guillaume Kigbafori Soro, et l'actuel président de l'Assemblée nationale, entre l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, cette plateforme va être le centre de remobilisation des citoyens de Côte d'Ivoire. Nous appelons le président Henri Konan Bédié et le leader générationnel Guillaume Soro à hâter les travaux de constitution de cette plateforme. Ils n'ont plus rien à voir avec le RHDP et ils doivent assumer pleinement ce dissentiment. Ce sont les mots d'ordre qui émaneront de cette plateforme nécessaire pour la recomposition de la politique ivoirienne. Ce sont ces mots d'ordre qui devraient être le socle de la mobilisation contre la dictature. Deuxième chose, le leader générationnel Guillaume Soro, que je connais, est déterminé à faire usage de toutes les ressources du droit, du dialogue et de la paix pour participer à l'entrée de son pays dans l'année décisive 2020. Guillaume Soro consacre toutes les énergies de son intelligence aujourd'hui à éviter, autant que faire se peut, à son peuple une nouvelle guerre fratricide. Si Guillaume Soro voulait renverser le président Alassane Ouattara, il l'aurait fait quand le président Alassane Ouattara s'était réfugié près de lui à l'hôtel du Golfe en 2010-2011. Il l'aurait fait quand il était Premier ministre, ministre de la Défense du président Alassane Ouattara. Jamais dans le projet, même aujourd'hui, ni hier, du président Guillaume Kigbafori Soro, il n'a été question de renverser celui que nous reconnaissons comme ayant été élu au second tour de l'élection présidentielle 2010. Jamais. Toutes les ressources que nous mobilisons sont des énergies pour éviter à la Côte d'Ivoire de passer à nouveau par la case du conflit armé. Or, vous êtes appelés à constater que le régime d'Alassane Ouattara, en enlevant hier Kader Doumbia, indique qu'il veut absolument forcer les Ivoiriens à connaître un épisode de conflit militaire, de conflit armé. Sans doute le régime d'Alassane Ouattara estime qu'il est beaucoup plus fort maintenant. Il s'est reconstitué. Il est prêt à donner la mort aux Ivoiriens pour imposer définitivement par la terreur la confiscation de l'État de Côte d'Ivoire après 2020. Mais Guillaume Kigbafori Soro et tous les Ivoiriens, dont l'écrasante majorité est opposée désormais en réalité à ce régime, veulent aller en 2020 dans la paix. Aller en 2020 dans la transparence, dans l'équité. Aller en 2020 pour que les Ivoiriens choisissent librement celui qui va les diriger aux charges suprêmes de l'État. Telle est l'intention qui anime les présidents Bédié et Soro. Telle est l'intention qui anime leurs hommes. Et c'est pour ça que nous accordons beaucoup de place à la communication politique, au dialogue politique, au débat politique, qui sont les seules armes que l'être humain ait inventées pour savoir éviter la guerre. L'acte d'enlèvement posé hier par les renseignements généraux, les forces spéciales de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, est en fait un acte de guerre. C'est un acte qui a pour but de dire aux citoyennes et citoyens de Côte d'Ivoire qu'on s'apprête à leur donner gratuitement la mort s'ils ne s'alignent pas derrière le diktat du soi-disant parti unifié du 26 janvier prochain. Or, désormais, vous le savez bien, Laurent Gbagbo et le FPI ne sont pas membres du RHDP et ne le seront pas.
Vous le savez bien, Henri Konan Bédié et le PDCI RDA ne sont pas membres du RHDP et ne le seront pas. Vous le savez bien, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, l'a dit clairement aujourd'hui. Il n'est pas membre du RHDP unifié et il ne le sera pas. Vous le savez, le leader générationnel Guillaume Soro, lors de ses interventions à Ferkessédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire, a clairement dit qu'il ne s'associera jamais à la construction d'un RHDP au mépris des libertés fondamentales et au mépris de l'histoire de la majorité politique actuelle au pouvoir. Donc le 26 janvier, le soi-disant parti unifié qui va s'autoproclamer à Abidjan est en réalité un parti isolé. Le RHDP unifié est un parti isolé. Il se donne l'apparence d'être populaire en utilisant les milliards détournés des fonds publics pour acheter des populations artificielles. Ils vont envoyer des gbaka dans les communes d'Abidjan. Ils vont envoyer des bus et des cars dans les villes de l'intérieur pour aller chercher des populations purement cosmétiques avec lesquelles ils vont constituer un applaudimètre. Et avec cet applaudimètre, ils vont se donner des allures de démocratie alors qu'il s'agit d'un spectacle risible de type soviétique. Ces gens-là ont perdu l'assise démocratique de leur pouvoir, car l'assise démocratique de leur pouvoir était faite des 3 socles. Le RDR, le PDCI-RDA, les forces nouvelles. J'affirme aujourd'hui que le président Bédié, selon mes analyses, et tout le monde peut le vérifier, contrôle l'essentiel du PDCI-RDA. J'affirme aujourd'hui que le président Alassane Ouattara ne contrôle plus la totalité du RDR. Tout le monde peut le constater. J'affirme aujourd'hui que le président Alassane Ouattara n'a plus le moindre contrôle sur Guillaume Kigbafori Soro et ses compagnons en raison des actes de belligérance, de mépris, d'humiliation, d'ingratitude, d'intimidation, de violence qui se sont multipliés contre nos frères. Donc il s'agit d'un parti isolé. Et je me suis connecté aujourd'hui pour démontrer les raisons pour lesquelles, malheureusement, le président Alassane Ouattara est en train de basculer dans la violence. Comment sortir de cela? Il nous faut réussir à décourager le président Alassane Ouattara et le clan présidentiel. Il nous faut leur montrer qu'ils ne pourront plus s'imposer par la violence en Côte d'Ivoire. Pour cela, une large mobilisation citoyenne est nécessaire. Pour cela, les patriotes de toutes les institutions doivent s'éveiller. Pour cela, tous ceux qui veulent empêcher que la Côte d'Ivoire bascule à nouveau dans la guerre doivent se donner la main pour reconstruire dans le dialogue, la négociation, le cadre dans lequel va se dérouler l'élection décisive de 2020. C'est ce qui doit se faire. Nous devons empêcher le président Alassane Ouattara et son petit clan de brûler la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons bien compris que la stratégie d'Alassane Ouattara consiste à provoquer le chaos pour pouvoir en réalité être celui qui assure l'ordre. Puisqu'il a dit qu'en 2020, il serait prêt à aller au-delà de ses principes si la stabilité du pays était menacée. Nous en déduisons qu'il menace actuellement la stabilité du pays pour pouvoir dire en 2020 qu'il est nécessaire qu'il reste à la tête du pays. 1. Nous nous mobilisons pour éviter, contrecarrer ces menaces, et pour cela nous devons nous donner tous la main, par-delà les appartenances politiques, par-delà les bords du vieux conflit fratricide dont 2010-2011 est la dernière grande blessure. Nous devons nous donner la main pour faire une masse critique de citoyens, une masse critique de forces politiques, une masse critique de mobilisation médiatique communicationnelle, une masse critique de mobilisation diplomatique, contraignant le président Alassane Ouattara à respecter la Constitution. Respecter la Constitution, ça va vouloir dire, 1, que M. Alassane Ouattara sache bien que l'article 55 et l'article 183 de la Constitution lui interdisent de dire même qu'il aurait l'intention d'être à nouveau candidat à la présidence de la République. M. Ouattara est libre de promouvoir la candidature de M. Daniel Kablan-Duncan ou de M. Amadou Gon Coulibaly. D'ailleurs, il peut promouvoir le ticket Gon Coulibaly-Amadou Gon pour 2020. C'est son droit. Ils affronteront d'autres tickets présidentiels, à condition que l'environnement électoral ait été aseptisé, clarifié, de telle façon que l'élection soit indiscutable, incontestable, et que la légitimité démocratique du futur ticket présidentiel de Côte d'Ivoire
ne soit pas la source d'une nouvelle crise électorale 2020-2021. Donc il faut se mobiliser pour empêcher M. Alassane Ouattara de violer la Constitution. Parce qu'il devient violent parce qu'il veut violer la Constitution. Et ça ne sera pas la première fois qu'il tente de violer la Constitution. En 1993, lorsqu'il tentait de devenir président de la République, il avait eu cette tentation de violer la Constitution. Je crois que c'était l'article 11, lequel prévoyait pourtant que c'est le président de l'Assemblée nationale en exercice qui succède au président de la République en cas de décès. Suivez le témoignage de M. Laurent Dona Fologo, qui a été harcelé à l'époque par le Premier ministre Alassane Ouattara, lui demandant de l'accompagner dans la violation de la Constitution pour devenir président de la République. De fait, après la mort du président Houphouët-Boigny. Ça, ce sont des faits qui sont documentés. On n'a jamais été d'accord avec ça. Nous avons été contre le fait qu'on exclue Alassane Ouattara sur le motif qu'il aurait été burkinabé à un moment donné de sa vie. C'était un motif nul. On ne peut pas exclure un Africain parce qu'il a passé une partie de sa vie dans un autre pays africain dont il a bénéficié à un moment donné de la nationalité. Les nationalités coloniales ne doivent pas être la base de l'exclusion entre les Africains. Écoutez le beau discours de Julius Malema à ce sujet et dédroguez-vous de vos frontières coloniales. Hein, je suis Camerounais, hein, je suis Ivoirien, La Côte d'Ivoire, elle a à peine 60 ans comme État indépendant. Comment peux-tu exclure ton frère parce qu'il est burkinabé, parce qu'il a été burkinabé, il est malien, il est guinéen, il est ceci. Nous sommes pour la citoyenneté panafricaine. Et nous sommes pour la fin des nationalismes africains. Nous sommes pour la citoyenneté panafricaine et contre les nationalismes africains. Vous voyez où nous allons? Nous savons où nous allons. Nous voulons construire cette grande Afrique où vous voyagerez du Cap jusqu'au Caire avec un seul passeport. Tout en étant citoyen du pays de votre choix. Nous voulons construire la citoyenneté panafricaine. Les Américains voyagent de Los Angeles jusqu'à New York, traversent un pays de pratiquement 50 États avec un seul passeport, alors qu'ils sont une fédération d'États. C'est cette intelligence africaine que nous devons promouvoir, et non pas les batailles arriérées pour se vanter d'avoir un passeport frappé de l'emblème d'une nation créée par les colons. Notre horizon est celui-là. Et si nous voulons l'état de droit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout en Afrique, c'est pour qu'il y ait à la tête de nos États des gens qui vont nous faire passer ce nouveau seuil de progrès collectif vers la citoyenneté panafricaine. Celle des pères fondateurs de l'espérance des peuples de ce continent. Donc soyons sérieux. Ne nous laissons pas emballer par cela. Donc je reviens sur le cas de M. Ouattara. C'est quelqu'un qui, en réalité, a toujours été tenté de violer la Constitution. Il a eu cette tentation en 1993. Le président Bédié a réussi à lui résister. Aujourd'hui, il a fait la déclaration que la Constitution de 2016 l'autorise à candidater pour 2 nouveaux mandats en 2020. Encore une interprétation arbitraire, une interprétation irrationnelle, une interprétation narcissique de la Constitution, qui dit pourtant que le président de la République en Côte d'Ivoire est élu pour un mandat de 5 ans et rééligible une seule fois. Lequel article est intact de la Constitution de 2000 à la Constitution de 2016. Donc, la bataille qui doit être menée par les citoyens de Côte d'Ivoire consiste à empêcher d'abord M. Alassane Ouattara d'être candidat à la présidentielle de 2020. Il faut que ce point-là soit un point de fixation fort. Parce que s'il n'est pas candidat à la présidentielle de 2020, il aura moins envie d'être violent. Quand on sait qu'Alassane Ouattara a envie d'être violent, lorsque son intérêt personnel est en jeu. Si on lui enlève cet intérêt personnel pour le poste de président de la République après 2020, Alassane Ouattara sera amené comme tout citoyen, et j'imagine qu'il a encore de la raison, à reprendre pied sur terre, à ramener ses prétentions à ce qu'il y a de raisonnable. Il sera appelé à comprendre qu'en 2020, il va devenir un ancien président de la République. Et que s'il se comporte bien, il pourra vivre tranquillement en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens mettent cette idée dans la tête d'Alassane Ouattara, lui fassent comprendre qu'il sera bientôt un ancien président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il pourra vivre tranquillement en Côte d'Ivoire, se promener dans le monde, faire ses conférences, etc., comme il veut, à condition que dès maintenant, il respecte toute la loi de Côte d'Ivoire.
et qu'il ne soit plus jamais tenté par sa maladie chronique, la violation constitutionnelle. Chez lui, c'est une maladie chronique. Il a toujours pris plaisir à violer les constitutions. Et ceux qui prennent plaisir à violer les constitutions s'appellent des dictateurs. Le dictateur, c'est celui qui fait la loi, lui. C'est-à-dire qu'il n'obéit pas à la loi commune de tous. Il est au-dessus de tous. Les autres sont égaux entre eux, mais lui, il est au-dessus. C'est ça le dictateur. Deuxièmement, la mobilisation populaire qui va sortir la Côte d'Ivoire de la crise actuelle porte autour de l'organisation du processus électoral de 2020. La commission électorale indépendante doit être révisée rapidement. L'environnement de l'organisation électorale de 2020 doit être clarifié, connu de tous. Il faut même associer une fois de plus au processus une observation internationale forte contre la mauvaise foi de certains candidats. Ça, c'est le deuxième point. La CEI, c'est une bataille de maintenant. Ce n'est pas une bataille de 2020, c'est maintenant. La CEI doit être réformée en cette année 2019. Tout le monde doit savoir comment fonctionne la CEI. Et moi, je vous promets qu'après la réorganisation démocratique, transparente de la CEI, je ferai une série de conférences pour expliquer le mécanisme de fonctionnement de cette commission électorale indépendante au commun des citoyens qui s'intéressent à la paix, à la stabilité, à la justice et à la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est important. Troisième élément capital. Troisième élément capital. Nous devons appeler tous les citoyens, toutes les citoyennes ivoiriennes qui servent dans les forces armées, dans la police, dans la gendarmerie, même dans les renseignements généraux, de refuser d'obéir à des ordres qui sont contraires à la loi, de la part de ce régime. Refuser d'obéir à des ordres contraires à la loi. Quand on vous envoie enlever des citoyens ivoiriens qui ne vous ont rien fait et qui n'ont pas été sans le mandat légitime et légal d'un juge, vous, force de sécurité, vous devez refuser. Vous devez refuser. Vous ne devez pas obéir à des ordres illégaux et illégitimes d'un clan aux abois. On a vu un chef d'état-major en plein discours au palais présidentiel manquer de respect au président d'institutions qui était présent, et notamment au président de l'Assemblée nationale, en omettant de le citer dans un discours parce que son ministre de tutelle le lui aurait interdit. On a vu cela. C'est quand les hommes qui doivent dire non commencent à se faire rares dans un pays que la tragédie s'installe pour tous. Vous qui avez encore le pouvoir de dire non, dites non. C'est la somme de ces noms qui fera reculer Alassane Ouattara et son clan. Ce n'est pas en attendant, ce n'est pas en remettant à demain. Ah, on va voir. Ah, professeur, allez, professeur, il faut te calmer, il faut attendre, ça va aller. Et ce n'est pas cela qui va empêcher le clan de dérouler son plan. Ahmed Bakayoko vous a dit à Bobo qu'ils avaient un rouleau compresseur qu'ils allaient déployer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Voici donc le rouleau compresseur qui est en train de se déployer. Les citoyennes et les citoyens doivent s'exprimer. Imaginez que vous soyez 1 million à avoir dit la même chose qu'Alain Lobognon. Si vous écrivez demain matin la même chose qu'Alain Lobognon, et si vous êtes 1 million d'Ivoiriens à l'avoir dit, pensez-vous que le procureur Richard Adou a de la place pour emprisonner 1 million de citoyens ivoiriens? Si vous reconnaissez comme moi que la Côte d'Ivoire bascule aujourd'hui dans la dictature, et si vous le dites, si vous êtes 1 million, 2 millions à le dire, va-t-il y avoir de la place en prison pour 2 millions de personnes? La liberté est quelque chose qui se protège chez les autres pour être protégé chez soi. C'est parce que tu protèges la liberté de ton voisin que tu protèges ta liberté. Tu ne peux pas protéger ta liberté si tu ne protèges pas la liberté de ton voisin. Car ce qu'on fait à ton voisin finit toujours par t'arriver lorsque tu ne protestes pas, lorsque ça arrive à ton voisin. C'est tout l'art de la liberté en démocratie. Quand elle est violée pour l'un d'entre nous, nous devons tous nous mobiliser pour dire non. Car en réalité, en disant non,
Nous ne faisons pas simplement preuve de solidarité envers celui qui est victime, injustement, de l'arbitraire, mais en fait, nous faisons preuve de solidarité envers nous-mêmes, de prévoyance envers nous-mêmes. Donc, il est très important que chacun s'efforce, dans toute la mesure du possible, d'exercer toutes ses libertés. Dans un pays où un chef d'état-major manque de respect à son président d'Assemblée nationale, en omettant son nom dans un discours, parce qu'un ministre de la Défense, un demi-illettré qui se retrouve à la tête de la Défense nationale ivoirienne, comme ce monsieur Ahmed Bakayoko, incapable de réussir le baccalauréat à Abidjan, dans sa jeunesse, incapable de finir deux années d'études universitaires, un illettré de cette taille, un immense illettré comme cela, qui viole le protocole d'État en imposant à un officier de ne pas nommer dans son discours une autorité, une institution de l'État, de la gommer, séance tenante. Ne voyez-vous pas que nous avons aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire le clan le plus ridicule de toute son histoire? N'est-ce pas ce même clan qui appelle à l'étranger des chefs d'État pour salir Guillaume Soro? N'est-ce pas ce même clan qui salit le nom de la Côte d'Ivoire en se comportant en mouchard auprès d'États étrangers, de dignitaires étrangers, à propos de fils et de filles de la Côte d'Ivoire? Comment voulez-vous qu'on ne critique pas un régime dont les hiérarques s'abaissent à faire de la calomnie téléphonique à l'adresse de pays étrangers, à propos de leurs propres dignitaires? Comment voulez-vous que le pays se respecte si le clan présidentiel laisse faire ce type de pratique? Des ministres, des dignitaires du pays qui appellent des chefs d'État, des dignitaires de pays étrangers pour salir, mentir sur des rivaux autoproclamés. Il y a donc ces trois successions de mobilisation à faire. Mobilisation autour de la plateforme qui va organiser le renouvellement du champ politique ivoirien, mobilisation pour la commission électorale indépendante, et puis mobilisation pour la défense des libertés fondamentales. Et les libertés fondamentales, chers amis, pour les défendre, il faut les exercer. Vous ne pouvez pas défendre les libertés fondamentales si vous ne les exercez pas. Et c'est parce que nous, collectivement, nous ne les exerçons pas assez, que nous soyons dans la diaspora ou que nous soyons à l'intérieur, que M. Ouattara croit qu'il peut avancer. Mobilisons-nous nombreusement, pour ainsi dire, pour faire comprendre à M. Ouattara qu'il doit reculer. C'est nous la thérapie de M. Alassane Ouattara. C'est notre résistance qui va le guérir de sa maladie chronique, le viol de la loi. Et c'est parce que vous allez protester, chacun dans vos réseaux sociaux, dans vos pages, dans vos entourages, contre l'enlèvement de Kader Doumbia par les services de renseignement, les forces spéciales de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, de M. Alassane Ouattara. C'est parce que vous allez protester contre cela que vous-même, vous serez protégés. Vous-même ne serez pas protégés contre la violence qui est en train de se mettre en place si vous ne la dénoncez pas quand elle frappe les autres. Et je voudrais maintenant conclure la présente conférence par un mot. Cette conférence, je l'ai faite parce que je pense qu'elle peut servir à sauver la vie d'un homme et à sauver les vies de milliers d'Ivoiriens qui sont à nouveau menacés par l'intention du régime de M. Ouattara de confisquer le pouvoir. J'ai fait cette conférence pour sauver la vie, pour sauver des vies en Côte d'Ivoire. J'ai fait cette conférence pour sauver la paix en Côte d'Ivoire. Et mon engagement comme fils adoptif de ce pays n'est que dans ce sens. Voilà pourquoi j'appelle tous les citoyens de Côte d'Ivoire, toutes les autorités actuelles de Côte d'Ivoire, y compris celles qui ont perdu toute crédibilité en piétinant la Troisième République. Je les appelle à un sursaut moral et spirituel. Le respect de la loi seul peut sauver le pays. Le respect des limites du raisonnable seul peut sauver le pays. Empêcher le pays de basculer à nouveau dans l'incertitude qui fait souffrir les plus pauvres. Je le demande humblement. Que chacun
revoie ses prétentions à la baisse pour donner une chance à la Côte d'Ivoire. Pour revoir ses prétentions à la baisse, tout ce qu'il faut vouloir, c'est que justice soit faite. Tous ceux qui, aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, se mobilisent pour empêcher le retour du président Laurent Gbagbo et de notre frère Charles Blé Goudé, je leur dis qu'ils ont tort. Quels que soient les reproches que vous pouvez faire aux fils du pays, vous ne pouvez pas les exiler. Vous ne pouvez pas exiler les fils d'un pays ad vitam aeternam. C'est inhumain. Ça ne peut se justifier par rien. Car au moins, au minimum, ils ont droit à avoir leur tombe en Côte d'Ivoire. C'est leur pays. Ça fait 7 ans qu'ils sont à La Haye. Je fais partie de ceux qui, pour défendre la victoire démocratique du président Alassane Ouattara, avaient argumenté pour que la justice internationale intervienne. Mais je fais partie aussi de ceux qui, aux côtés de mon leader Guillaume Kigbafori Soro, ont pris sous les insultes, les menaces, y compris les menaces du RDR, les colibets de toutes sortes, le bâton du pèlerin pour aller demander pardon et pour appeler au rassemblement de tous les Ivoiriens. Sans le retour pacifique de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, la plaie qui paralyse une partie des forces créatrices de ce pays, cette plaie-là ne sera pas soignée. Le président Gbagbo et Charles Blé Goudé ont de leur côté une très grande responsabilité dans la manière dont ils vont revenir en Côte d'Ivoire. S'ils reviennent en Côte d'Ivoire pour servir le pardon, la réconciliation, s'ils reviennent en Côte d'Ivoire avec un langage d'humilité et de rassemblement, ils auront donné à la Côte d'Ivoire sa chance. Alors que s'ils reviennent en Côte d'Ivoire avec un langage de vengeance, un langage de règlement de compte, un langage offensif, ils vont de nouveau ouvrir la plaie dont ce pays a terriblement souffert. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire parce que c'est le premier pays au monde qui m'a accueilli lorsque les forces hostiles de mon pays natal m'avaient contraint à l'exil. Et c'est parce que je dois cela à la Côte d'Ivoire que je donne autant de mon temps et de mon énergie à vouloir voir naître dans ce pays un état de droit exemplaire qui puisse même inspirer la refondation, la reconstruction de nombreuses autres républiques d'Afrique francophone. Dans mon livre de 2012 sur l'anticolonialisme dogmatique, je disais déjà que la Côte d'Ivoire était le laboratoire politique de l'Afrique francophone. C'est en Côte d'Ivoire que ceux qui veulent faire de l'analyse politique, comprendre le fonctionnement des pays francophones, doivent venir apprendre afin de pouvoir mieux faire dans leur terre native. Donc voilà pourquoi je tenais à achever cette conférence en appelant toutes les citoyennes, tous les citoyens de Côte d'Ivoire, tous les amis de la Côte d'Ivoire, à demander au président Alassane Ouattara de libérer sain et sauf notre frère Kader Doumbia, dont le seul péché, et ce n'est pas un péché en réalité, est d'être un proche militant, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. De libérer rapidement, conformément d'ailleurs à la loi, notre frère Alain Michel Lobognon, jeté dans un fourgon de la Maca depuis 3 jours maintenant, pour un tweet. De libérer l'ensemble des derniers prisonniers politiques issus de la dernière crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et de préparer calmement les Ivoiriens à laisser le président Laurent Gbagbo et notre frère Charles Blé Goudé à rentrer chez eux. Que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance de cet état d'esprit pour sauver la Côte d'Ivoire d'une nouvelle déflagration. En m'exprimant ici, j'ai insisté sur le fait que les instructions, la vision du leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro, que je connais, c'est de nous inviter à trouver toutes les ressources citoyennes pour éviter à son pays une nouvelle confrontation. Tout faire pour sauver la paix en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui explique le calme de Guillaume Soro. Voilà ce qui explique l'humilité qui le caractérise. Voilà ce qui explique le dos large qu'il a pour prendre des coups. Et les coups qui pleuvent, venant du clan présidentiel.
Alassane Ouattara. Si Guillaume Soro a toujours accepté ces dernières années d'encaisser ses coups, c'est parce qu'il pense à la Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'il ne veut plus jamais de sa vie devoir associer son nom à une bataille fratricide inter-ivoirienne. Je vous le dis, avec Guillaume Soro, nous passons et avons passé ces dernières années des dizaines d'heures, des journées entières. Je suis convaincu de son engagement pour la paix. Guillaume Soro ne considère pas comme une priorité d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui est prioritaire pour lui, c'est de veiller à ce que la Côte d'Ivoire ne vole pas en éclats. Si le peuple de Côte d'Ivoire venait à penser que c'est Guillaume Soro qui est le mieux placé pour gérer ce pays en 2020, ce serait une bonne nouvelle. Car je fais partie de ceux qui croient que Guillaume Soro a largement l'expérience, l'étoffe, la carrure, pour assumer la direction du pays. Mais Guillaume Soro ne veut pas prendre le pouvoir dans les mêmes conditions qu'Alassane Ouattara. Guillaume Soro ne veut pas accéder à la présidence de la République de Côte d'Ivoire à l'issue d'une crise post-électorale fratricide ayant entraîné 3000 morts, passés par perte et profit. Guillaume Soro ne veut pas de cela. Ça fait trop dans la vie d'un homme. Ça fait trop. Voilà pourquoi je vous remercie, chers amis. Je vous remercie d'avoir participé à la présente conférence et je vous remercie de bien vouloir la partager. La paix par la justice, la paix par le respect de nos libertés et le courage de notre opinion. Je vous remercie et je souhaite longue vie à la Côte d'Ivoire. Je souhaite plein succès à toutes les initiatives de paix pour la Côte d'Ivoire. Si l'exposé que j'ai donné ce jour vous agrée, je vous remercie de le partager massivement. Je vous remercie de continuer de liker pour empêcher ceux qui ont tenté depuis plusieurs dizaines de minutes d'interrompre notre conversation. Nous avons été l'objet de nombreuses attaques cybernétiques. Heureusement, grâce à vos likes, grâce à votre mobilisation, nous avons parfaitement résisté et le message est passé. Tel était le but de cette vidéoconférence, servir la paix. Chers amis, vous êtes pratiquement 600 personnes à avoir suivi en direct la présente conférence. Je vous remercie pour Kader Doumbia. Je vous remercie pour Alain Lobognon. Je vous remercie pour Jacques Ewo. Je vous remercie pour tous les Ivoiriens, aujourd'hui menacés dans leur propre pays par un clan aux abois. Car désormais ce clan, comme je l'ai dit, est une marmite posée sur une seule pierre. Au revoir. Au revoir à vous. Tenons bon. Au revoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.